bien donc ouvrir ce nouveau vlog. On est lundi, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je sais pas si je vais vous garder comme ça, c'est peut-être pas trop bien. Ouais, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai eu des réceptions du prix HarperCollins et du prix Pocket. Ouais, je suis trop contente. J'avais vu que je devais recevoir des choses et je pensais pas que j'allais tout recevoir aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai pas mal de choses aussi à vous dire concernant mes lectures terminées et en cours aussi. Donc là, je vais vous poser quelque part et je vais donc vous montrer surtout mes réceptions tout de suite et après je vais vous parler donc de mes lectures terminées et en cours. Bon, je vais me mettre comme ça pour au moins vous montrer mes lectures que j'ai reçues, les livres que j'ai reçus. Alors, ils sont tous les trois là. Donc j'ai pas gardé les enveloppes, j'ai déjà ouvert les colis. Donc premier livre que j'ai reçu, c'est donc pour le prix HarperCollins Poche. C'est donc le jour où ma mère m'a tout raconté de Philippa Mott. Donc je savais que je devais le recevoir, donc très contente de l'avoir reçu. Juste le titre, ça fait quand même assez triste, assez drame. Je vais vous lire les résumés. Il pleut sur Montfavet ce jour-là. Il pleut sur la voiture dans laquelle Lily, révoltée, malheureuse, se sent étouffée. Devant elle, les grilles d'un hôpital psychiatrique. Son mari Hector prétend que c'est pour elle la seule solution. Hector que tout le monde admire, adulte, Hector qui sait quoi penser et infliger aux autres. Pour Lily, la vie bascule. Derrière les murs, cependant, il y a des êtres merveilleux, étonnants, attachants. Antonin notamment, ou encore le mage derrière les murs. Surtout, il y a les pages nécessaires d'un journal intime qui ramène Lily à ses secrets, à ses douleurs et à son village natal de Corse où tout se sait et tout se tait. Portrait d'une femme magnifique en lutte avec une existence qui la brise, ce premier roman de Philippa Mott s'impose avant tout comme un hymne à la transmission. Ouais, ça a l'air vraiment super sympa. C'est un tout petit livre, il fait même pas 200 pages, donc c'est un livre qui se lit quand même vite, j'ai l'impression. Peut-être par prochaine lecture, je sais pas, je crois qu'il m'en reste encore 2 avant à lire, mais c'est des grosses lectures, donc je verrai. Peut-être que je vais enchaîner sur celui-ci, je vais voir encore. Donc voilà pour le prix HarperCollins Poche. Pour le prix Pocket, j'en ai reçu 2. En ce moment, j'en ai pas mal. J'en ai reçu donc à la dernière vidéo. Et là, j'en reçois encore 2. Donc, c'est pas mal. Donc, le premier, La valse des petits pas de Claire Renaud. Voilà. La couverture, elle est assez sympa. Un soir, dans un restaurant parisien, une dizaine de couples, certains en devenir, d'autres au bord de la rupture, sont venus dîner. Le temps d'un repas, les regards se cherchent, se fuient, les mains se frôlent, se retirent. Et chacun projette sur ses voisins une vie, miroir de ses propres fêlures et désirs inassouvis. Une scène en apparence banale, pourtant ce soir, les convives jouent gravement leur partition autour des tables du restaurant, car à mesure que les assiettes se vident, des sentiments enfouis refont surface, des vérités éclatent, les masques tombent, et chacun d'une façon ou d'une autre finit par payer l'addition. Ça a l'air super intéressant en tout cas. C'est aussi un tout petit livre, il fait même pas 200 pages. Ça a l'air super sympa. J'ai l'impression que ça parle chacun d'une personne. Là, ça parle de plat, lapin au pruneau. Sympa ça. Cacahuètes salées. Ça a l'air super sympa. Tartare de bœuf. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Voilà. Donc pour celui-ci, l'autre c'est donc par le fil je t'ai cousu de Fazia Zouari. Alors, du fil, du sang et des mots, il n'en faut pas plus pour faire disparaître le corps d'une fille. À la veille de partir à l'internat, Bagassa se plie une dernière fois aux exigences de sa mère. Aucune de ses sœurs aînées n'a fait d'études. Pourquoi suivre ce soudain élan de modernité auquel le pays est en proie? Dans la Tunisie rurale des années 60, la place d'une femme est à la maison sous l'autorité de sa mère toute puissante. Mais le père a insisté. Ce sortilège ancestral auquel la fillette se soumet, ce sera le dernier. Demain, elle coupera le fil. Demain, elle sera libre, la première à emprunter le chemin de l'émancipation. Ça a l'air super sympa. En plus, ça parle vraiment de... comment ça s'appelle? De l'histoire un peu de la Tunisie, donc des années 60. Moi, je connais pas du tout l'histoire de la Tunisie, à part le fait que ça a été un protectorat français et qu'après, il y a eu en fait l'indépendance de la Tunisie. Je connais pas vraiment l'histoire un peu de la Tunisie. Donc, ça a l'air vraiment sympa sur tout ça. Ouais, en tout cas, 3 réceptions super sympa. Ouais, voilà, mes 3 réceptions du jour. Donc que des poches. Cool.
Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous dire en fait où j'en suis dans mes lectures. J'ai complètement aussi de vous montrer aussi une réception que je me suis faite pour moi, on va dire plutôt. Je me suis prise donc La femme au manteau violet de Clarisse Sabar. Donc Clarisse Sabar, moi je l'ai déconnue, je l'ai connue grâce en fait à ses romances de Noël que j'ai lu donc cette année et que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit pourquoi pas tenter en fait l'aventure avec plutôt des romans que des romances de Noël. Je sais que celui-ci, il y en a beaucoup qui ont aimé. C'est vraiment un incontournable de ce qu'elle a écrit. Donc voilà, je vais peut-être commencer par celui-ci, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, voilà, je le voulais dans ma palle. Je vais vous lire le résumé. Depuis qu'elle a appris pour son anévrisme, Jo vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Opérée, pas opérée, avant de faire ce choix risqué, la jeune femme se réfugie chez son grand-père Victor, ancien champion de boxe. Si l'avenir reste incertain, son passé n'en est pas moins mystérieux. Un pendentif que possède le vieil homme la met sur la trace d'un visage, d'un prénom, d'un secret. Du Devonshire au New York des années 30 commence alors un périple intime parmi les airs de jazz, les flûtes de champagne et les gangsters de la prohibition. Et tout au bout de cette énigme, la femme au manteau violet. Donc voilà, ça c'était donc une réception de moi à moi. Pouf, pousse-toi. C'est mes fleurs, il fait que de regarder. Voilà, donc voilà, ça c'était donc mes réceptions entre guillemets. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc de mes lectures terminées. Tout d'abord, donc dans le dernier vlog, je vous disais que je lisais donc L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso, que j'ai terminé vendredi soir. Super lecture, hein, vraiment. Je ne savais pas trop où allait nous mener Guillaume Musso, s'il allait faire du fantastique à un moment donné, mais en fait non. C'est encore une enquête sur en fait donc l'inconnu de la Seine. Et en fait, l'inconnu de la Seine est comment dire, c'est pas vraiment. En fait, moi je pensais que ça allait être un peu ça allait tourner autour d'elle, ça tourne autour d'elle, mais c'est pas vraiment elle en fait qui est en fait, c'est pas en fait cet inconnu-là sur qui on enquête. Bon bref, voilà, je disais donc que j'ai donc terminé L'inconnu de la Seine. C'était une bonne lecture, je dirais pas une très bonne lecture, parce qu'il y avait quelques petits trucs qui me gênaient. Mais voilà, j'étais contente en fait de relire un Musso. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Musso, ça devait au moins faire 10 ans. Donc voilà, j'ai englouti, hein, j'ai vraiment englouti le bouquin. En fait, moi j'ai bien aimé le personnage de Roxane, en fait, qui est donc le personnage, on va dire, principal du livre, qui est en fait une policière qui va enquêter sur ça et qui a mis un peu au rebut. Et en fait, elle va être dans on va dire une filière de la police qui enquête sur des faits mystérieux, et je trouve ça hyper intéressant. Et je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas ça a l'air très intéressant. Et voilà, donc une bonne lecture que je vous conseille. Je trouve qu'entre deux lectures où vous ne savez pas trop quoi lire, bah ça je trouve ça vraiment top. Donc voilà pour L'inconnu de la Seine que j'ai donc terminé vendredi. J'ai donc enchaîné sur un autre livre qui est donc La Cité de mon père de Mehdi Charef, donc, qui est donc du Grand Prix des lecteurs 2023 Pocket. C'est un tout petit livre qui fait 100 pages, donc voilà, je l'ai lu en 2 jours. Je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser, parce que en fait moi je pensais vraiment que ça allait être centré sur la vie sociale dans les cités, et ça dépasse ça en fait, ça dépasse la vie sociale. En fait ça raconte surtout sa vie avant la cité, sa vie en fait pendant en fait la guerre d'Algérie, la vie de sa mère, la vie de sa sœur qui est décédée en Algérie, qu'ils ont dû laisser donc qui ont dû laisser le corps là-bas en Algérie pour en fait aller émigrer en France. Mais en tout cas voilà, moi vraiment je m'attendais vraiment à une vie sociale dans voilà des HLM, mais j'ai pas retrouvé ça. Je suis un peu déçue, je m'attendais à un peu mieux, donc je suis un peu déçue. En tout cas, des 3 livres que j'ai lus pour le Grand Prix des lecteurs Pocket, c'est vraiment celui qui me déçoit le plus. Moi, voilà, il y a beaucoup de filles qui ont comparé celui-ci au Petit Didier, donc de Joe Star, et moi je trouve pas ça, je trouve ça très différent. Vraiment, Joe Star, on vit en fait la vie dans la cité. Là vraiment, j'ai pas retrouvé ça. C'est vraiment en fait ancré sur l'Algérie, sur l'immigration, sur être immigré en France. Voilà, moi je trouve que l'écriture est assez
comment dire, assez un peu... ouais, il va pas au bout des choses en fait. L'écriture est pas aboutie et ce qui m'a un peu manqué. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'était une lecture très très mitigée. J'ai donc aussi fini donc ma lecture audio Le Prince Cruel de Holly Black. Bon, ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait au moins depuis 3 vlogs que je vous en parle. C'était donc une très très bonne lecture. Je suis totalement sortie de mes sentiers battus, je suis totalement sortie de mes zones de confort. Le fantastique, le young adult, c'est pas du tout mon truc, rien, vraiment, j'aime. C'est pas que j'aimais pas, j'ai pas tenté, et bah là, j'ai tenté et j'ai beaucoup aimé. Je compte continuer cette saga. Le tome 2, donc Le Roi Maléfique, que je suis très très impatient à lire ou à écouter sur Audible, parce que comme je l'ai écouté sur Audible et que vraiment la narratrice est top, elle fait vraiment toutes les voix, c'est ce que j'aime beaucoup dans Audible. Voilà, donc je l'ai fini samedi et j'ai donc entamé là ce matin une nouvelle lecture audio qui est donc La Chambre de Papillon de Lucinda Riley. Je vous en parlais disant que j'allais donc recommencer avec du Lucinda Riley pour ce mois-ci pour les lectures audio. Mais je crois que je suis qu'au prologue. Les chapitres sont super longs, mais super longs. Je crois que ça dure, mes chapitres durent au moins... Ouais, ça dure au moins 30 minutes les chapitres. Donc voilà, je lis que le prologue, j'ai écouté que le prologue. Hein, donc voilà, donc ça c'est une édition pas du tout Charleston, c'est une édition France Loisirs. Donc c'est pour ça, elle est un peu différente cette édition. Elle est sortie il y a assez longtemps, hein, ce livre-là, il est sorti il y a... Je dirais quoi, hein, il y a 3 ans, 4 ans. Mais en tout cas, voilà, j'étais très pressée de découvrir ce livre de Lucinda Riley, parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me lire de Lucinda Riley. C'est vraiment un petit réconfort de lire cet auteur. Donc, je suis très contente de pouvoir retrouver l'écriture de Lucinda Riley. Donc voilà pour mes lectures en cours. Bien sûr, je n'ai pas mon livre que je lis en cours, donc je vais aller le chercher. Donc, ma lecture en cours, je lis donc Retour à Whitechapel de Michel Moati. Je vous en avais parlé parce que je l'avais eu il y a peut-être 2 mois. Donc, je le lis en lecture commune avec Flo and Book et je ne sais plus la deuxième personne. Bref, je le lis en lecture commune. Je crois que Flo le commence, je crois, demain. Moi, je l'ai commencé aujourd'hui. J'ai déjà lu une 70 pages. Ouais, donc je vous lis le résumé. Amelia Pritlowy est infirmière au London Hospital et tente de survivre au bombardement de l'armée allemande. Lorsqu'elle reçoit une lettre posthume de son père, elle n'imagine pas qu'elle va devoir affronter un cataclysme personnel. Ce dernier lui apprend que sa mère, Mary Jane Kelly, a été la dernière victime de Jack l'Éventreur. Mue par une incommensurable soif de vengeance, l'infirmière va se lancer dans une traque acharnée pour retrouver le plus mystérieux des tueurs en série. Voilà, alors pour l'instant, donc en fait c'est assez marrant, c'est en fait Michel Moati s'est vraiment servi, j'ai l'impression, des archives sur Jack l'Éventreur. Et en fait là, pour l'instant, on suit surtout ça, on suit en fait les témoignages, les jugements, on suit en fait surtout ça en ce moment. Et aussi on suit aussi le carnet secret donc de la fille de Mary Jane Kelly, c'est la dernière en fait femme assassinée de Jack l'Éventreur, et on la suit en fait, donc elle est infirmière dans les années 40, donc sous en fait la Seconde Guerre mondiale à Londres, donc où il y a si je me trompe pas, les bombardements. Donc voilà, c'est assez bizarre, c'est peut-être une première fois que je lis une lecture comme ça. On va passer donc du journal, après à l'enquête, après à des faits, c'est-à-dire à des faits que Mary Jane Kelly a vécu. Donc c'est vraiment, on fait en fait des sauts comme ça, c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant ça me gêne pas trop. On verra après si ça me gêne. Voilà, j'ai lu 70 pages ce matin. Je pense en lire un peu ce soir. Mais voilà, donc pour l'instant une bonne lecture et à voir. En tout cas, tout ce qui est un peu mystère Jack l'Éventreur, je trouve ça assez sympa. Donc à voir.
Sur ce, je crois que c'est tout. J'ai quand même beaucoup parlé. Je vais donc vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Salut tout le monde, nous sommes vendredi et je vous prends pour vous montrer un swap que j'ai reçu de Cynthia. Je me rappelle plus de son... Hello tout le monde, nous sommes vendredi et je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous montrer un swap que j'ai reçu donc de Cynthia, du compte Les Pages de Cynthia. C'était donc un swap organisé pour la Saint-Valentin, comme vous pouvez voir avec tous ces fleurs, toutes ces cœurs et fleurs aussi, on peut dire ça. J'ai donc, donc pioché dans ma wishlist et donc elle m'a donc, au départ on s'était dit donc un brochet plus un poche et elle m'a mis en fait un petit livre bonus avec, donc je suis très très contente. Donc celui-ci, la collection disparue de Pauline Pérignon, pardon, je l'avais découvert sur Instagram et vraiment il me disait trop. C'est en fait sur la spoliation des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est en fait c'est ce que j'ai étudié en master en fait comme j'étais en fait en master en patrimoine et musée, j'ai donc en fait étudié ça et quand j'ai vu un roman sur ce que j'avais étudié et surtout ce que j'avais fait comme mémoire dessus, j'étais très intéressée par ce roman. Donc voilà le résumé, si vous voulez faire pause et voir le résumé. Elle m'a pris aussi donc celui-ci qui était aussi dans ma wishlist, donc La Petite Pharmacie littéraire. C'est donc un livre assez, si je me trompe pas, assez cocooning, assez sympa en fait à lire. Donc voilà, je vous laisse aussi faire une petite pause si ça vous intéresse. Donc c'est paru chez Michel Lafon. Et donc, le petit bonus qu'elle m'a mis comme livre, c'est donc Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet. Je lis le tome 1, donc parce que c'est une trilogie, je lis le tome 1 en mars, début mars, avec donc Margot, ma copine Margot de mon book club, on le lit ensemble, le tome 1, donc j'aurai déjà donc le tome 2 si j'ai envie de lire la suite, pourquoi pas juste après. Elle m'a aussi donc confectionné une super pochette de livres avec des cœurs. C'est elle-même qui l'a fait. Je le trouve vraiment trop beau. Moi qui suis vraiment pas douée, je trouve ça vraiment top. Enfin, pas douée avec mes mains. Donc je trouve ça vraiment trop beau. J'ai eu aussi donc 2 petits stylos aussi trop beaux avec des petits cœurs. Voilà. J'ai eu aussi donc des petits post-it et aussi marque-page pour en fait faire des LC par exemple. Trop bien. Et j'ai eu, mais ce carnet, il est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est un peu pailleté, réfléchissant. Il est vraiment trop beau. Je sais pas quoi je vais noter dessus. Peut-être mes vidéos que je vais faire, je sais pas encore. Mais vraiment, je le trouve trop beau. J'ai une crème pour les mains qui sent divinement bon. Ça sent vraiment trop bon. Donc Dove. J'ai eu du thé. Donc dedans, il y a des sachets de thé. C'est du thé Earl Grey de Wittard. Je connais pas du tout. Donc c'est un breakfast tea. C'est un Earl Grey. Ah pardon, excusez-moi, c'est un Earl Grey mais blanc. Donc assez sympa. J'ai aussi cette super belle tasse. Tasse rose. Peut-être pour prendre mon café, ça a l'air sympa ça. J'ai eu du Toblerone. Mais ça je pense que ça serait pas pour moi. Et j'ai eu aussi des petits sablés dans cette boîte qui est aussi trop belle. Donc je me dis que la boîte, je pourrais après la garder. Je sais pas ce que je peux mettre, mais je pourrais aussi la garder. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai eu une bougie qui sent super bon. Ça sent la vanille, je pense. Ouais, je crois. Bougie, non, je sais pas. Ouais, ça sent super bon. Donc voilà, j'ai été vraiment gâtée, je suis trop contente de ce swap. J'ai en fait surtout ce roman là qui me tentait tellement, je suis trop contente de l'avoir eu.
Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer le swap que j'ai fait. Une swap de la Saint-Valentin et voilà, moi j'aime bien les swaps, je trouve ça assez sympa. Je trouve d'organiser ça doit être assez chiant, mais en tout cas de faire et de participer à un swap, j'adore. C'est une super opportunité aussi d'échanger, de connaître un peu ce que les autres gens lisent et de suivre de nouveaux comptes. Et voilà, moi dès qu'il y a un swap voilà, où je peux me permettre, et j'essaie de le faire et voilà, c'était super bien. Je vais peut-être vous reprendre tout à l'heure niveau lecture parce que j'ai quasiment fini ma lecture de Retour à Whitechapel de Michel Moati et voilà, donc je vais faire mon retour juste après. Hello, je vous retrouve donc aujourd'hui, on est samedi. Je vais vous prendre parce que on a une nouvelle petite bibliothèque dans la bibliothèque. C'est donc en fait un mangatech qu'on a décidé de faire avec mon copain. Là, on va dire que le premier étage, c'est mes mangas. Donc avec l'atelier des sorciers, les carnets de l'apothicaire, la reine d'Égypte, que j'aime beaucoup. Et là, c'est son étage, donc avec Détective Conan, Spy Family et tout, que lui, c'est plutôt son étage à lui. Et ça, c'est le mien. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'était un peu pour désencombrer, en fait. Ici, j'avais en fait tous mes mangas. Donc j'ai enlevé et j'ai voulu donc me faire en fait une autre étagère en fait que pour mes livres. Pour l'instant j'ai mis comme ça, mais je pense que ça va changer parce que je trouve que je perds un peu de hauteur en fait, comme c'est grand. Je sais pas encore si je vais faire peut-être 2 étages, je sais pas. J'hésite en fait à continuer soit le livre de poche comme ça. Je sais pas du tout en fait. Parce qu'en fait j'ai mis mes Albert Michel pour l'instant et mes NRF ici. Parce qu'ils étaient là. Et c'était hyper encombré. Donc ouais, je voulais faire ça. Pour l'instant ça va rester comme ça je pense. Et si j'ai une idée, je le ferai. Mais ouais, peut-être vous mettre mes Gélus et mes 10-18, je ne sais pas encore. Faut que je réfléchisse. Mais voilà, ouais, c'était pour vous montrer un peu ce changement dans notre pièce bibliothèque. Et là, donc, j'ai mis toutes mes pochettes de lecture. Je sais pas encore ce que je vais mettre là. Peut-être une petite déco. À voir. Donc voilà, c'était pour vous montrer mon petit changement de bibliothèque. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Salut, je vous retrouve donc aujourd'hui. On est lundi. Je viens clôturer ce vlog. Je vous ai pas beaucoup pris pour ce vlog là, je suis désolée. J'ai eu pas mal de... En fait, j'étais un peu prise par mon boulot, par ma vie tout simplement. Donc j'ai oublié un peu de vous prendre. Voilà, je viens en fait pour vous parler de mes lectures terminées, de ma lecture en cours et de petits achats que j'ai fait donc ce week-end où je suis allée donc à la Fnac. J'avais encore en fait des sous sur ma carte cadeau et que voilà que j'ai eu à Noël et donc je voulais m'acheter quelques livres avec cette carte cadeau. Donc voilà, alors je vais peut-être commencer par les livres que j'ai terminés. Donc quand je vous avais pris, je vous disais que j'étais donc sur le Retour à Whitechapel de Michel Moati. J'ai donc fini vendredi soir. Ouais, vendredi soir. C'était une très bonne lecture. Donc on retrouve donc en fait on va dire le résumé, c'est que en fait Amelia Pritlow, en fait elle est une infirmière à Londres et elle reçoit en fait une lettre de son père qui est décédé, qui lui dit que en fait que elle est la fille de la dernière victime de Jacques l'Éventreur. De là, en fait, elle va en fait être hyper... en fait, ça va la trotter dans la tête et elle va se dire qu'elle va enquêter pour savoir qui était Jacques l'Éventreur et pourquoi avoir tué sa mère. Donc elle va enquêter, elle va donc faire partie d'un cercle en fait de personnes qui enquêtent sur Jacques l'Éventreur. Et en fait ça se passe donc en 1941 ou 42, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où en fait il y a énormément de pertes, de morts, et en fait ça fait écho aussi à Jacques l'Éventreur et à la fois aussi à l'époque victorienne où il y avait pas mal de morts un peu suspectes aussi. Et voilà, on va dire
dire, c'était aussi une période sociale qui était aussi très très dure. Voilà, donc elle va enquêter et on va donc osciller en fait entre son carnet et en fait le récit des victimes, des témoins de Jack l'Éventreur. Donc on va dire que Michel Moati s'est vachement intéressé aux archives, s'est vachement intéressé aux témoins aux vrais témoins qui ont assisté en fait, qui n'ont pas assisté mais qui habitaient à côté de la dernière donc mort la dernière victime, pardon, excusez-moi, de Jack l'Éventreur. Donc c'est très 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 documenté. La fin, on apprend qui est Jacques l'Éventreur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas il y a une super enquête derrière ça. Et en fait j'ai été un peu surprise et un peu je suis très contente. Je me suis dit je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, c'était donc une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir sorti de ma palle. J'ai donc lu avec Flo Book, qui est petite lectrice, qu'on l'a lu en fait ensemble. Elle l'avait proposé en fait Flow Book pour le mois de février. Je me suis dit c'est l'occasion de le sortir. Je l'ai lu en 4-5 jours, ça se lit vraiment très très vite. Vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, si vous connaissez pas je vous conseille. C'est donc un thriller un peu historique sur en fait Jacques l'Éventreur. Donc j'ai donc fini ça vendredi. Je me suis dit que pour le week-end, j'allais pas. En fait, j'avais une lecture commune de prévue pour aujourd'hui, qui commençait aujourd'hui, et je me suis dit que j'allais peut-être commencer un nouveau livre. Et comme je vous avais montré, je sais plus dans ce vlog-là ou le vlog d'avant, je suis en fait donc invitée. En fait, je me suis inscrite pour le mercredi 1er mars pour la rencontre avec Éric de Kermel. Et j'ai donc reçu 2 livres, dont son dernier livre, qui est sorti la semaine dernière. La traversée des Lumières. J'ai donc lu ça ce week-end, donc ça faisait 200 pages. Je l'ai donc lu. Alors, c'est un peu mitigé. Le début, j'ai beaucoup aimé le début, qui était très, très rythmé, où on apprenait donc la vie en fait où en fait c'était il racontait vachement en fait de choses, c'était très intéressant. Donc en fait pour faire de base, donc c'est Vadim qui est en fait qui est suisse, qui est russe, c'est pas du tout la même chose, qui est russe et qui va en fait en fait il va avec la mort de son père, bon, soit vous spoilez pas, c'est sur la 4e de couverture, avec la mort de son père, avec un peu pas mal de choses, il va donc il va en fait être champion donc déjà il va être champion d'échecs. Et il va représenter l'URSS. L'URSS qui n'est pas du tout un régime politique qu'il apprécie. Et il va donc quand même jouer pour l'URSS. Il va faire des rencontres, il va pas mal voyager. Et dont un voyage qui est en fait où en fait il va rencontrer une jeune femme à Paris, et cette jeune femme là il va la revoir aussi une autre fois, et il va en connaître plus sur cette jeune femme là, et en fait il va voyager au Tibet, et en voyageant au Tibet il va en fait apprendre un peu plus sur sa vie, sur la vie de sa mère qu'il connaissait pas vraiment, et il va en fait explorer des choses qu'il ne savait pas, il va apprendre des choses grâce à ce voyage au Tibet. En fait c'était plutôt un voyage donc qu'il en avait besoin, un voyage initiatique, mais aussi un voyage où il a appris en fait à savoir pourquoi il jouait aux échecs, pourquoi il aimait ça, à savoir en fait à revenir aux bases de la vie, on va dire. Et en fait c'est vraiment un roman qui parle de ça, qui parle en fait que ces voyages c'était un voyage spirituel où il a appris pas mal de choses, qu'il a appris à vivre simplement avec des gens simples. Et voilà, c'était une bonne lecture, je dirais pas une très bonne lecture parce que le début est très très bien, la fin est top, la fin. On apprend énormément de choses sur Vadim, sur sa vie, et c'était quand même une bonne lecture. Le milieu était un peu lent et était un peu... Je sais pas que je m'en fichais un peu, mais c'était pas vraiment ce ce que j'aimais beaucoup. Alors, j'aime bien tout ce qui est spiritualité et aussi faire, comment ça s'appelle,
spiritualité et j'ai plus le mot et méditation, voilà. J'aime beaucoup, même j'en fais de temps en temps la méditation, mais là je sais pas, j'ai pas été transportée, mais en tout cas c'était une bonne lecture. Si vous connaissez pas Éric de Kermel, c'est celui qui a écrit, si je me trompe pas, la librairie à la place aux herbes, c'est ça, hein, la librairie de la place aux herbes que j'avais beaucoup aimé et qui a été en fait une de mes premières chroniques que j'ai chroniquées sur Instagram. Donc voilà, Éric de Kermel est quand même assez particulier pour moi et j'aime beaucoup cet auteur. Donc je suis très contente de pouvoir lire son dernier livre. Et j'ai aussi donc un autre livre de lui que je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais en tout cas, ouais, j'ai un autre. Voilà, c'est lui. Les Jardins de Zagarande, qui est en fait celui d'avant, que je vous ai déjà montré. Donc voilà, ça je ne sais pas quand est-ce que je vais lire. Mais en tout cas, voilà, je vais voulu lire le dernier pour en fait la rencontre. J'ai donc fini hier. Donc après avoir fini ces deux livres-là, je me suis donc lancée dans ma lecture commune que je fais avec Emeline. Bon, je vous ai déjà parlé de ce Cozy Mystery que j'aime beaucoup. Donc c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles de Joanne Fluke, les enquêtes de Dana Frenson. C'est le tome 3 que je lis avec Emeline, qu'on aime beaucoup en fait, ce Cozy Mystery. J'ai lu 60 pages déjà, pas mal, je suis contente. Je pense que je vais relire ce soir. Et ben j'aime beaucoup le début. Le début est très addictif. Moi je trouvais que les débuts des autres, j'arrivais pas, j'adhérais pas. Ben là j'adhère, donc je suis contente. J'adhérais plutôt, on va dire, au milieu. Là j'adhère dès le début, donc peut-être que c'est l'écriture de Joanne Fluke qui est un peu meilleure que d'autres. Par exemple avec les détectives du Yorkshire, moi je trouve que le premier est bof, le deuxième ouais bon ça va, et le troisième est top. En fait ça va par tome, donc c'est pour ça moi j'aime bien aller un peu plus loin dans les sagas pour voir si j'aime les tomes. Par exemple c'est pareil pour comment ça s'appelle, la saga mince, Dan Granger, c'est ça, la saga Dan Granger, vous savez, avec je l'ai juste ici en plus. Avec Lizzie Martin. Et bah ça c'est une comment dire, c'est une saga. Le premier tome est bof et le deuxième tome est top. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin que le premier tome et ne pas s'arrêter à ça. Mais c'est voilà. Donc j'ai donc commencé ce tome 3. J'espère le lire assez rapidement. J'allais enchaîner sur soit finir ma lecture sur Moi Julia, parce que comme il faudrait bien le finir, donc me prendre ma liseuse, pourquoi pas. Donc voilà pour ma lecture donc en cours. Je viens donc aussi vous montrer. Ah non, qu'est-ce que je veux faire? Ou peut-être la lecture audio, oui. La lecture audio. Donc je suis sur La chambre aux papillons de Lucinda Riley. Je suis au chapitre. Je suis au chapitre 5, je crois. Ouais, c'est ça, chapitre 5. Chapitre 5, ça se lit, ça se lit, ça s'écoute très bien, hein. Donc voilà, j'ai lu à 84 pages, ça s'écoute très bien, hein, ce petit roman de Lucinda Riley. Ça fait toujours du bien d'écouter Lucinda Riley que j'aime beaucoup. Je vous disais oui, il faut que je lise le dernier tome. Bah oui, mais là il faut vraiment que je le lise, hein, des sœurs et de cette sœur, parce que le dernier tome sort en mai. Donc il faut vraiment que je le lise. Donc je ne sais pas si je vais pas vous proposer en fait une lecture commune, je ne sais pas. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le dernier tome de Lucinda Riley, moi je me disais bien de faire en fait peut-être une lecture commune tous ensemble pour juste avant la sortie du prochain. À voir, mais en tout cas ouais, j'adore Lucinda Riley. De toute façon c'est une de mes auteurs préférées. La plume est top, j'adore, je suis toujours embarquée dans ces histoires. Elle est vraiment très forte. Alors, niveau book haul, donc ça sera un book haul thriller Cozy Mystery. Je suis allée à la Fnac et en fait j'ai été attirée tout de suite par le rayon thriller Cozy Mystery. Vraiment je me dis que je vais lire plus que ça maintenant, hein, j'adore. C'est vraiment voilà, j'aime de plus en plus les thrillers, je trouve ça ce qui m'enchante le plus à lire en ce moment. Les romans historiques j'en lis bien aussi, mais j'en lis d'un peu de moins en moins. Voilà, en ce moment je lis un Cozy Mystery, donc voilà, c'est assez marrant. Donc je me suis pris
le tome 4 des Sœurs Mitford Enquête. Donc j'ai fini le tome 3 il y a 2 semaines. Et on lit donc le tome 4 en avril. Donc c'est pour ça que je me suis prise pour le lire donc avec les filles, avec Zola, Burrata, donc Maeva, et avec du café et des livres, donc Sophie, qu'on doit lire donc ensemble pour avril. Donc très très contente de l'avoir trouvé parce que c'était le seul. Voilà, j'ai pas encore lu le quatrième de couverture parce que c'est un tome 4 donc je vais pas non plus vous le lire. Mais voilà, je suis très impatiente de retourner dans ces histoires. J'ai pris aussi donc une nouvelle saga de Cozy Mystery, parce qu'il faut savoir que celle-ci, après celui-ci, il n'y en a plus d'autres. Hein. Il n'y en a pas d'autres qui sont sortis, hein. Il n'y a pas de tome 5 pour l'instant. Donc je me dis qu'après celle-là, je pourrais peut-être enchaîner peut-être sur une autre saga que je peux découvrir. Donc je me suis donc pris le tome 1 d'une nouvelle saga. En fait, c'est pas une nouvelle saga, c'est une nouvelle saga en poche, qui est sortie en poche. C'est Bretzel et Beurre Salé, de Margot et Jean Le Moll. Une enquête à Locmaria. Je vais lire la quatrième de couverture. Qui donc est le nouveau propriétaire de la plus belle maison de Locmaria, celle de la pointe de Kerbra. Tout ce paisible village du Finistère la guette depuis des semaines. Et voilà que débarque Katie Wald, une pimpante strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne et d'ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialité alsacienne. La plupart des habitants sont ravis, mais certains voient son installation d'un mauvais œil et ne tardent pas à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable s'effondre et Cathy est accusée de l'avoir empoisonné. Une tentative de faire plier bagage à l'étrangère. Caddy n'est pas du genre à se laisser intimider, et rien ne l'arrêtera pour prouver l'innocence de sa choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même dans les traces du coupable. Donc voilà, ça donc c'est donc le tome 1 de cette nouvelle série, on va dire, de Cozy Mystery qui se passe en Bretagne. Donc je me dis pourquoi pas donc finir celui-ci en avril et enchaîner sur une nouvelle saga en fait aussi poche. Je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant en poche, donc pourquoi pas. Je sais qu'il est sorti donc en brochet il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, donc je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà lu, donc dis-moi si en commentaire si vous l'avez déjà lu. Je suis intéressée de savoir votre avis sur cette saga de Cozy Mystery très française, bretonne. Donc voilà. Et je me suis prise aussi La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. Donc je l'ai vue sur le compte de Zola, de Burrata, donc Maeva et de Sophie du Café des Livres. Je l'avais vue, on l'avait lu ensemble et j'étais très 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 intriguée par la couverture tout d'abord. Et après je me suis dit bon bah pourquoi pas tenter, c'est un thriller qui a l'air vraiment pas mal. Je vais vous lire le résumé. C'est un tome 1 en fait. Erika Folk, trentenaire installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise où elle écrit des biographies, découvre le cadavre au poignet tailladé d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Erika est vite convaincue qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Edstrom, amoureux transi, la rejoint. Simulée par cette flamme naissante, Erika se lance dans la conquête de la vérité et met un jour dans la petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître des secrets détestables. Bientôt on retrouve le corps d'un peintre clochard, encore une mise en scène de suicide. La Princesse des Glaces, une entrée spectaculaire sur la scène du polar international d'Erika Folk, enquêtrice au foyer dans les aventures mêle le frisson du suspense à l'humour et l'émotion de la comédie des mœurs. Ce premier opus est très remarqué, a reçu le Grand Prix de littérature policière 2008 et le Prix Polar International 2008. C'est donc un livre qui est sorti en 2007, hein, donc j'ai du retard. Hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais assez apprécier. Je sais que y en a qui aiment beaucoup cette série de polar-là. Donc à voir, j'ai hâte de découvrir ça. Donc c'est tout pour le moment. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais donc clôturer ce vlog là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé donc un bon moment en ma compagnie, que vous avez donc pu trouver des livres qui vous plaisent, que vous avez pu un peu voilà, voir un peu ma bibliothèque, parce que je vous ai quand même montré ma bibliothèque, une nouvelle bibliothèque qui est juste à côté de moi, une bibliothèque de manga. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à aimer. Donc je vais vous laisser là et je vous retrouve donc pour un prochain vlog.